Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos encourageants pour notre secteur. Et maintenant, nous allons passer au panel numéro 2 sur le thème « L'assurance, refuge essentiel dans un monde incertain ». Et j'invite à la tribune Monsieur Ricardo Arias, Madame Miranchou Delval, Madame Virginie Fauvel, Monsieur Félix Houfeld et Monsieur Thierry Martel comme modérateur de la table. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Thierry Martel, le directeur général de Groupama, et également président de l'association des assureurs mutualistes. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour du thème « L'assurance, un refuge sûr dans un monde incertain ». Je crois que M. Gramegna vient de planter le décor en mettant en relief deux sujets majeurs que sont d'un côté la digitalisation et de l'autre le changement climatique. Le cadre politique a été posé. Je pense que la main tendue aux organismes de régulation pour trouver des solutions pragmatiques et efficaces sur le plan économique sont du miel dans nos oreilles. J'espère que ces idées feront leur chemin et qu'elles prospéreront. Après avoir posé ce cadre politique, ce panel va maintenant consister à regarder plutôt la réalité du terrain et comment est-ce que les opérateurs, dans leur quotidien, aujourd'hui, vivent ces défis et quelles sont peut-être les contraintes qu'il faudrait lever pour mieux je dirais, rejouer notre rôle de sécurisation des risques dans cette société de plus en plus volatile et dans lesquelles les évolutions sont de plus en plus rapides. So to debate this subject, I have the pleasure to welcome to my side. C'est mon plaisir d'accueillir M. Ricardo Arias, président de GFIA, le directeur général de l'Association mexicaine des compagnies d'assurance, Madame Miranchou Delval Escam. J'espère que ma prononciation est bonne. Elle est parfaite. Secrétaire général de l'UNESPA, l'association des assureurs espagnols. Maintenant, Madame Virginie Fauvel, membre du directoire, en charge de la transformation et la région Amérique. Et Monsieur Félix Houfeld, président de BaFin, très bien connu, je crois, ici dans cette salle. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence. Ma première question est pour vous, Ricardo Arias. En puisant sur votre leadership très étendu et votre compétence dans notre secteur, vous pouvez nous donner des perspectives sur comment la numérisation transforme l'industrie des assureurs et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette transformation digitale. Et en 5-6 minutes au plus, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas faire une conférence étendue là-dessus. Invitation d'être parmi vous. And now I will go in English. Il y a tellement de personnes qui, de nos jours, pensent que la partie essentielle du secteur des assureurs, qui est le transfert de risques, resterait le même si, justement, nous sommes confrontés à des progrès technologiques énormes. Cependant, et d'ailleurs, certaines personnes disent, et moi-même, dans les dernières semaines, je me suis retrouvé en Irlande et dans d'autres pays, également au Mexique, où certaines personnes déclarent à cet égard qu'il y a beaucoup de choses dans le verre avec très peu de contenu. Toutes ces personnes font des choses, de mon point de vue, dans le cas de l'assurance, vont avoir passé par l'effet du homard, c'est-à-dire l'homard est en train de bouillir, il se sent à l'aise, il se dit tout va bien, c'est pas trop chaud, je reste tranquille comme ça. Et en fait, ça va bouillir, à un moment donné, ça va être une douleur. Donc pareil, ces personnes-là vont perdre. Je pense que, en tant qu'assureur, en tant que marché, il faut créer la transformation digitale, numérique, il faut créer des ruptures de l'intérieur.
Et il nous faut éviter que les 4 grands viennent, les Big Four interviennent et créent un modèle de rupture. Où ça peut être quelqu'un de la Chine ou de Hong Kong, où là, on trouve des progrès importants déjà en place. Alors, de mon point de vue, je pense que dans la prochaine décennie, l'industrie de l'assurance va changer plus que ça n'a été le cas dans les 100 dernières années. Il faut accepter ce défi. Il faut travailler d'arrache-pied pour adapter et adopter ces nouvelles technologies. Bien entendu, l'impact sera senti dans toutes les parties de notre modèle d'assurance, dans notre modèle économique. Nous serons affectés, ou en tout cas, il y a 3 grands enjeux devant nous, et dans les 3 parties les plus importantes de notre activité. D'abord, dans la distribution, à partir de laquelle, eh bien, il faudra utiliser toutes les données, tout ce qui est analytique ou les données scientifiques pour puiser dans ces informations à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, car on a pas mal d'informations grâce aux réglementations. Il va falloir créer des produits qui s'adaptent à ces besoins très particuliers des consommateurs, qu'on aura bien définis. Par ailleurs, nous avons les outils qui vont nous donner des informations très importantes, tout ce qui est télématique et toutes les autres choses qui tournent autour de l'informatique que nous avons pour créer de meilleurs produits pour les consommateurs, pour les clients, et également permettre aux consommateurs d'avoir un parcours, car de nos jours, ce qu'on constate, c'est nous, en tant qu'assureurs, on ne peut pas être détendu et se dire on vend une police d'assurance et on attend tout simplement, il y a un sinistre qui advient et puis on poursuit notre chemin tranquillement. Non, il va falloir dialoguer avec nos consommateurs et pendant qu'une police d'assurance sera en vigueur. En ce qui concerne le blockchain, c'est un outil extrêmement puissant qu'il faudra utiliser. D'ailleurs, au Mexique, on a un accord, on a une joint venture avec IBM au sein de mon association mexicaine des assureurs qui concerne l'encryptage des polices d'assurance. On commence avec les assurances qui sont obligatoires, mais on fera cela tout le long de la chaîne. Et puis, cela concerne également les factures pour les sinistres. Et nous poursuivrons avec toutes les autres valeurs ajoutées ou la chaîne de valeur de nos processus. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la science des données de concevoir les produits qui s'adaptent aux besoins des consommateurs. Et dans ce genre de cas précis, nous avons 3 applications qui ont été numérisées de manière extrêmement significative et de façon très rapide, tout ce qui est l'assurance des biens, de la santé et de l'automobile. Dans ces 3 cas, on a des produits variés et personnalisés en même temps, et par ailleurs, nous motivons mieux le comportement de la part des consommateurs, par exemple dans le cas de l'assurance santé, ou par exemple d'avoir de meilleurs habits dans la conduite des voitures. Et en fin de compte, pour ne pas prendre trop de temps dans ma présentation, nous mettons en place des points réglementaires. On en parlera peut-être plus en profondeur tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous avons devant nous un défi qui nous attend. Il va falloir éviter de nouvelles réglementations pour la transformation spécifique et pour les enjeux qui vont se présenter dans le cadre de la numérisation. Mais par ailleurs, de mon point de vue, eh bien, nous pensons que nous devons
enrichir et, comment dirais-je, faciliter également en tant qu'assureur et dans le cas de start-up et dans le cadre des initiatives innovantes, eh bien, il faut motiver tout cela à travers la réglementation et non pas le contraire. Surtout lorsqu'on a en tête tous les textes d'assurance qui devraient faciliter la distribution des produits d'assurance ou par ailleurs qui vont faciliter justement les processus mis en place par les entreprises. Et en troisième lieu, ce sont les carrières liées aux risques qui sont en dehors de la réglementation. Les assurés qui prennent des risques, par exemple, et je pense que la réglementation doit leur permettre dans leur modèle de projet, et on a une fintech au Mexique qui permet cela, de prendre certains risques et permettre de faire cela pendant 2 ans, par exemple, après quoi ils doivent devenir des compagnies d'assurance normales, régulières, et non pas celles qui prennent des risques très particuliers en tenant compte du principe des mêmes règles pour les mêmes activités. Merci beaucoup. Sean, with your experience in leadership, politics... Avec votre expérience dans le consulting, la politique et cet outil, en tant que représentant de l'industrie de l'assurance, quels sont les principaux enjeux concernant l'émergence de nouveaux risques et l'évolution des nouveaux risques que les assureurs vont faire face ou auxquels font face au XXIe siècle? Il est clair que les sociétés évoluent et que les risques qui ont subi nos grands-parents ne sont plus les nôtres. Mais le progrès socio-économique n'a pas pu éliminer le risque. Certains risques ont disparu, mais d'autres se maintiennent sans que nous soyons en mesure de diminuer leur virulence. Et le progrès ouvre la porte à des nouveaux risques. Je commence donc par dire qu'il y aura toujours des risques, c'est la bonne nouvelle. On pourra faire nos affaires. Et là, non, c'est bien de savoir qu'on aura toujours cette porte ouverte. Et je voudrais me faire un commentaire un peu disruptif parce que je vais passer sur 3 aspects. Quelqu'un ont été traités dans le panel antérieur et d'autres peut-être seront traités cet après-midi. Tout d'abord, je crois que l'assurance doit jouer un rôle majeur face au défi principal du XXIe siècle, qui est le vieillissement de la population et ses effets sur la viabilité et l'adéquation des systèmes publics de pension. On voit une tendance dans les sociétés à épargner peu et à le faire généralement sur des produits à contribution définie. Cela dit, les épargnants prennent les risques financiers et actuariels sans bien les connaître et sans bien les comprendre. Et ça pose un défi pour les assureurs. Alors, on doit mettre dans le marché des systèmes de prévoyance avec une certaine garantie. On parle d'apporter certitude dans un monde incertain, dans un contexte de taux d'intérêt bas ou de taux d'intérêt négatif. On pourrait dire mission impossible. On verra plus tard, non? Le deuxième, ce sont les États, les gouvernements qui doivent prendre aussi des décisions, mettre en place des réformes sur les systèmes publics, des réformes qui ne sont pas populaires. Et dans ce environnement de taux d'intérêt bas, ils peuvent être menés à repousser la décision aux prochaines élections. Et le troisième, c'est un défi pour les individus, pour les citoyens qui cherchent aussi et qui demandent des solutions pour éviter le risque de survivre sans propre épargne. Et là, on aura le PEP et on aimerait bien, comme assureur, mettre sur le marché une solution
qui porte certitude dans un domaine incertain, parce que maintenant, la plupart des Européens, nous ne savons pas quelle sera la retraite publique que nous allons percevoir. Le deuxième défi découle justement de la digitalisation du numérique, et là, je vois des aspects très positifs pour l'assurance, parce qu'on pourra avoir un contact plus proche avec l'assuré, un contact plus continu. On pourra mettre en place des produits plus simples, et ça soulève aussi de l'autre côté l'essor de nouveaux risques comme le cyber. Et là, on est en train de faire face à des risques globaux qui ne connaissent pas des frontières, et on se pose la question de comment les assurer, non? Et là, la solution passe par une collaboration sectorielle, intersectorielle, et avec les administrations publiques nationales et européennes. Parce que, comme on a dit auparavant, je crois que c'était le panel antérieur, on a besoin de l'information. On a besoin de connaître les attaques informatiques, de savoir comment est-ce qu'ils se sont produits, pour mettre en place des mesures de prévention, pour mettre en place des produits d'assurance. Et dans ce contexte, on a besoin aussi d'une réglementation qui nous permette de mettre en commun les données. Et je me réfère à la réglementation européenne en matière de concurrence. Et le troisième élément est en relation avec notre métier, avec la protection, la garantie, notre rôle comme investisseur institutionnel. On est dans un monde global qui est exposé à des risques globaux, et parmi lesquels on a parlé du changement climatique. Et là, les assureurs ont des choses à dire. On a une bonne information puisqu'on donne couverture à des risques naturels. On a donné couverture en Espagne aussi à les risques de terrorisme. On a une expérience, on a des choses à apporter dans ce procès, et des choses aussi à faire. Non? On parlait ce matin de notre rôle comme investisseur institutionnel, comme promoteur d'une transition. On ne peut pas éteindre le monde du charbon et allumer le monde vert. On doit faire un parcours. Et là, je pense que l'assurance peut aider à faire ce parcours. Non? Pour conclure, moi, je crois que l'assurance a un rôle majeur à jouer parmi tous ces risques, non? Le changement climatique, le vieillissement, les changements sociaux, la digitalisation. C'est vrai que les choses changent, parfois elles sont différentes, parfois plus difficiles, mais le rôle de l'assurance n'est pas remis en question. Et nous pouvons apporter certitude. Je n'ai pas parlé des questions politiques, là. On peut apporter certitude dans un domaine ou dans un monde incertain comme celui qu'on est en train de vivre. Alors, message de ma part positif. Je vais être un peu indiscipliné, mais je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question. Dans la plupart de nos pays, la première branche est l'assurance automobile. Quel rôle voyez-vous pour l'assurance dans la mobilité de demain, avec un avenir de l'automobile qui appartient plus au passé qu'à l'avenir? Bon, enfin, dans le domaine, je dirais, de la mobilité, parce que maintenant, on ne sait plus où nous sommes. Si vous venez à Madrid et vous marchez sur le trottoir, vous aurez des trottinettes, des engins mécaniques que je ne peux pas citer. Il y a des gens qui courent, on a les vélos électriques, et de l'autre côté, dans la chaussée, on a les mêmes engins qui passent leur temps avec les automobiles. Et là, tout est en train de changer. On dit par exemple qu'en 30 ans, un 30% des véhicules, on aura une diminution d'un 30% de véhicules dans les grandes villes.
on a cette politique d'utilisation en commun des véhicules qu'on ne connaissait pas auparavant. Moi, lorsque j'étais jeune, on finissait ses études, on voulait sa voiture. Maintenant, on finit ses études, on ne veut pas la voiture. On ne veut pas la voiture du tout. Et c'est vrai que ça pose pour la branche automobile un défi essentiel. On parle des automobiles autonomes, on parle d'une évolution dans ce domaine et on doit être en mesure de donner une réponse parfois qui ne doit pas être la même que celle qu'on a eue à présent. Moi, je ne vois pas les assureurs donnant la même couverture pour les véhicules à moteur et pour les trottinettes. Peut-être on doit suivre les personnes, peut-être ce n'est pas une question de faire une assurance semblable à celle qu'on a dans le domaine automobile. Et là, c'est vrai qu'on va voir un moment dans lequel on va voir les véhicules traditionnels avec les véhicules autonomes dans un même endroit et on aura un déclin, j'imagine, moins risque, moins prime si ce principe se maintient, mais on aura l'essor de nouveaux risques et là, l'assurance devra apporter aussi une solution. Alors, je ne vois pas une perte, je vois une évolution. Et des opportunités. Et des opportunités, oui. Vous êtes donc toujours résolument optimiste. Ah oui, tout à fait. Ça fait du bien. Virginie Fauvel, donc, dans une industrie qui est complètement basée sur les data, avec l'émergence du machine learning et l'intelligence artificielle, il y a de nouvelles opportunités qui apparaissent dans le domaine du B2B, qui est votre secteur aujourd'hui d'activité. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu quelques idées ou quelques projections sur la manière dont la digitalisation va s'installer dans la relation B2B dans le secteur de l'assurance? Avec plaisir. Déjà, je voudrais dire que moi, je viens toujours avec beaucoup d'assiduité à cette conférence annuelle, parce que je trouve que les intervenants sont de qualité. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Ce qui me frappe aujourd'hui à écouter les interventions, c'est la maturité et la non-naïveté sur l'impact du digital sur nos industries. Et ça, c'est quand même assez récent. Donc moi, je suis comme vous. Je ne sais pas si c'est une caractéristique féminine, mais je trouve cela très positif de ne pas être naïf et d'être assez combatif, parce qu'il va falloir l'être. Donc plutôt positif. Alors après, pour revenir sur le métier du B2B, donc Euler Hermes, c'est le leader global de l'assurance crédit. Donc on assure en fait des transactions quand il y a des biens qui circulent de façon domestique ou à l'export. Et c'est finalement un secteur qui a été assez protégé de la révolution digitale dans les années précédentes. Donc on est une maison qui a plus de 100 ans. Et il n'y a pas eu de grands changements majeurs. Et alors pourquoi c'est intéressant aujourd'hui ? C'est intéressant parce que la donnée qui était le Graal, l'or de Euler Hermes, elle n'est plus uniquement chez Euler Hermes, elle est un peu partout. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à avoir beaucoup de données chez Euler Hermes, mais il faut aussi aller chasser la donnée là où elle est. Donc on a mis en place des nouvelles fonctions partout dans les régions d'Euler Hermes et dans le monde. On a des data hunters, des chasseurs de data, dont le métier, c'est de ramener des informations, soit en open source, soit qui sont des données privées qu'il faut acheter, et on les donne aux data scientists. Les data scientists regardent si on peut avoir de la valeur avec ces données, et s'il y a de la valeur, on les intègre aux données de l'Hermes ou pas. Donc premier mouvement vraiment majeur, la donnée n'est plus uniquement dans les banques, dans les assurances ou dans l'assurance crédit, elle est ailleurs. On a parlé des GAFA, on a parlé de l'Asie tout à l'heure, la donnée est ailleurs et donc il faut aller la chasser. Quand on chasse la donnée, après il faut quand même l'utiliser. Donc comment on peut recruter des data scientists quand on est une maison qui a une centaine d'années, qui a plein de qualités évidemment, mais qui parfois peut avoir quelques lourdeurs, qui parfois peut avoir des codes vestimentaires ou des choses qui ne sont pas tout à fait raccord avec nos data scientists, des ordinateurs qui ne sont pas exactement ce que les data scientists veulent, pour ne pas citer une marque avec un fruit dessus. Donc comment on peut attirer ces collaborateurs-là? Donc il y a tout un environnement à mettre en place et à rendre une entreprise très attractive, un peu sexy pour ces data scientists. Et après, quand on a ces data scientists que tout le monde veut et tout le monde s'arrache, comment on fait pour les garder parce qu'ils sont, ma foi, assez volatiles. Donc on a mis en place un environnement de travail pour eux qui est sans dress code. On dit sans dress code, mais eux ont un dress code. Il ne faut pas
faut être tout à fait clair. Ils ont des ordinateurs qui ne sont pas exactement les mêmes ordinateurs que ceux qu'on a. On travaille sur le cloud, protégé, mais quand même sur le cloud. On leur donne accès à des outils que les autres n'ont pas. Donc les données, les data scientists. Après, quand on regarde nos clients, nos clients, avant, ils faisaient du trade avec un fax, en se passant un coup de fil, en allant au restaurant, etc. Aujourd'hui, ils se mettent sur des marketplaces. Donc, il y a 2 grandes marketplaces que tout le monde connaît, qui sont Alibaba et Amazon, qui aujourd'hui se mettent très massivement sur le B2B. Et puis, il y a des marketplaces qui sont peut-être moins connus, qui sont spécialisés par ligne de produits. Metalsup, par exemple, met en relation des recycleurs de métal et des acheteurs de métal. Et donc, ils font le trade sur la plateforme. On a AgriDigital en Australie, qui est une société qui met en relation des agriculteurs qui produisent du lait, du blé, tout ce qu'on peut imaginer, de la viande, et puis des acheteurs de ces produits-là. Et donc le trade se fait en plateforme. Donc nous, à la RMS, quand on assure des transactions de vente de produits, il faut qu'on arrive à être là où le trade se fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se brancher sur les plateformes via des API et qu'on puisse répondre en temps réel. J'assure cette transaction, oui, non, et à quel prix. Donc un changement massif qui est de se dire, suivons là où vont nos clients. Et nos clients, comme ils vont sur ces marketplaces, comment je peux les accompagner. Donc un changement qui est vraiment massif sur ces éléments-là. Donc vraiment la data, le machine learning, et puis après tout ce qui est plateformisation, comment on peut s'y faire. Et après, j'ai un message, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'en reparler, mais je pense que c'est important de bien l'avoir en tête. Tout ce qui est data, tout ce qui est machine learning est un sujet de souveraineté nationale. Il ne faut pas se mentir, c'est de la souveraineté nationale, c'est de la souveraineté de l'Europe. Donc effectivement, et on l'a rappelé tout à l'heure, en Europe, on est plus régulé qu'en Chine. Moi, en tant que citoyenne, je trouve ça plutôt pas mal que quand je me promène avec ma voiture, on ne sache pas où je vais complètement, etc. Mais je n'ai rien à cacher, bien sûr. Mais néanmoins, je préfère que ce soit comme ça. Et ça protège aussi certains acteurs de ne pas pénétrer sur le marché européen et d'appliquer un certain nombre de choses qui seraient très difficiles pour les assureurs européens. Néanmoins, si le régulateur peut nous aider à aller plus vite sur le machine learning, plus vite sur l'intelligence artificielle, plus vite sur la chasse de données et la récupération de données, je pense qu'on aurait tout à y gagner parce que les entreprises assurance, banque, assurance crédit qui seront encore là dans 10 ans, parce que ça va aller très très vite, seront celles qui peuvent détecter le risque avec de l'intelligence artificielle, qui écrase la performance des modèles traditionnels. Donc comment on se prépare à ça? Pour moi, c'est une question et peut-être du coup un point un petit peu moins optimiste. Et dernier point, comment on conserve nos data scientists en Europe? Moi, à chaque fois que je vais à Montréal, et vous l'avez probablement vu, on a des Français, on a des Allemands. Je suis ravie pour eux, mais j'aimerais aussi qu'ils restent en Europe. J'étais à Hong Kong la semaine dernière, énormément de Français. À chaque fois que je vais en Silicon Valley et que j'écoute des conférences de data science, on commence en anglais, on finit en français. Donc là, il y a quand même un sujet. Comment est-ce qu'on leur dit que l'Europe, c'est quand même magique, quoi? Et sur le fond du risque, est-ce que ce meilleur accès à l'information a changé le risque de crédit ou est-ce qu'il reste de même nature qu'auparavant? On est plus fin quand on utilise des données externes et des modèles plus performants, ça très très clairement. Après, on a toujours les sujets de fraude qui sont massivement accrus par l'usage du numérique. Et alors là, effectivement, il faut se préparer à tout ce qui est cybersécurité, fraude au président, enfin des sujets sur lesquels on connaît, qui sont émergents, mais vous avez dû tous voir qu'il y a eu une fraude au président où de l'intelligence artificielle a reproduit la voix d'un président pour passer un ordre. Donc ça, c'est assez nouveau, il faut s'y préparer. Non seulement sur la voix, mais aussi sur le visage. On va voir des vidéos où ce ne sera pas Virginie Fauvel qui dira ça, ce sera de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait frais. Quand on entend la voix, on la reconnaît, on lui fait confiance. Quand on voit le visage, on le reconnaît, on fait confiance. Donc, comment on adapte nos systèmes de gouvernance à ça? Merci beaucoup. Félix Hufeld, shifting the focus. Donc, pour nous intéresser du côté des risques, que peuvent faire les assurances pour avoir donc de l'assurance durable et de la finance durable? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'était un grand plaisir d'être de retour parmi vous. Vraiment, vraiment bien. Et je pense que ceci illustre bien le fait que du côté sectoriel et du côté réglementaire, la France et l'Allemagne, quand ils se mettent d'accord sur des initiatives
conjointe, partagée, ça peut faire la différence. Donc, je pense que le titre est excellent à cette table ronde. Vous avez mis un point d'interrogation, cependant. L'assurance, c'est un refuge depuis des centaines d'années dans un monde de plus en plus incertain. Les gens ont toujours considéré qu'il y avait de l'incertitude, les explorateurs, les premiers lignes de commerce dans le monde. Donc il faut constamment s'adapter. Je serais tenté d'ajouter un point à ce qui a été dit. Et je vais revenir à votre question sur le développement durable, la durabilité. Mais en tant que régulateur, je vous présente mes excuses pour revenir un petit peu aux fondamentaux quelques instants. En étant un refuge, ça voudrait dire des choses très simples pour des assureurs, c'est-à-dire honorer vos promesses. Honorer vos promesses. Vous prenez des risques, hein, c'est le secteur, c'est l'activité d'un assureur. Vous devrez être en capacité d'honorer vos promesses. Et ceci nous ramène directement à un des concepts les plus anciens en ce qui concerne l'assurance, c'est la solvabilité. Et si vous prenez des risques à très long terme, vous devez être capable d'honorer vos promesses sur le très long terme. Si vous êtes à court terme, c'est la même chose. Donc comment est-ce que vous réalisez à faire cela dans un monde où des rendements sont proches de zéro et même négatifs? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet environnement? En réponse simple, vous devez réallouer vos stratégies d'investissement dans vos portefeuilles vers des canaux de revenus qui vont vous permettre des rendements. Deuxième élément, nous, les régulateurs, nous forçons les acteurs du secteur à augmenter leur niveau de résistance. Et je viens d'un pays, l'Allemagne, proche de la France, qui, de la même manière que la France, a un portefeuille d'obligations très important avec tout un tas de garanties qui sont associées. C'est la survie du système qui est en jeu et c'est pour cela que nous avons fait cela par le passé. Je suis tout à fait en accord avec toi, Ricardo. Le phénomène du homard est très intéressant, comme tu l'as appelé. On peut penser un petit peu précocement que on est dans un bon état, on est dans une bonne situation, mais l'eau, la température de l'eau continue de monter et on se retrouve bouilli et foutu. Donc les histoires de la numérisation, la finance durable, l'assurance durable. Revenons aux fondamentaux. C'est-à-dire un bilan d'assurance doit être géré de façon aussi solidement que ceci a été le cas il y a 10, il y a 50, il y a 100 ans. Si vous n'y arrivez pas, tout le reste, vous pouvez l'oublier. Alors, pour revenir à votre question de finance durable, eh bien, comme nous le savons tous, les assureurs ne font pas seulement que de prendre des risques, ils représentent une partie importante des investisseurs institutionnels, avec un rôle très important à jouer dans ce domaine. Donc, Pierre de la Rosière a parlé de la taxonomie et de son importance. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un ingrédient clé pour mettre en place les niveaux de sécurité qui sont nécessaires. Je partage avec vous également l'importance du bon calibrage entre la transparence pour que les choix qui sont faits soient bien informés, sans être trop prescriptifs, sans être trop détaillés de l'autre côté, parce que sinon ceci pourrait entrer en conflit avec des principes élémentaires. Et nous, en tant que régulateurs financiers, nous devons les appliquer et respecter ces principes. Et j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans la première table ronde sur ces points-là. Pour les banques comme pour les assurances, dans la durabilité, il faut que tout ce qui est facteur, qui met en jeu, qui met en cause la solvabilité financière et qui augmente le risque financier, qu'il soit vert, qu'il soit durable ou pas, tout support, il ne faut pas le faire. Si vous le faites, vous plantez les graines de la prochaine crise financière. Pour moi, c'est l'opposé de la finance durable. Quoi que vous fassiez, que ce soit un facteur
incitatif ou dissuasif pour que ce soit, quel que soit dans tel type d'investissement, infrastructure, l'immobilier, tout ce qui doit être vert, il ne faut pas mettre en danger les ingrédients de la stabilité, de l'intégrité, de la solvabilité financière. Sinon, voilà, désolé d'être aussi direct, mais c'est mon rôle de le faire. Donc il y a une circulaire non contraignante qui a été émise. Je sais que vous y ajoutez peu de foi. Elle peut peut-être devenir contraignante pour le moment, mais pour le moment, elle n'est pas contraignante. Pourquoi est-ce que nous avons émis cette circulaire? Nous l'avons dit il y a quelques semaines, en pleine cohérence et consultation avec le secteur. Et nous sommes scrutés par toutes les parties prenantes. À ma connaissance, nous sommes le régulateur à essayer de mettre en place un cadre de supervision détaillé qui s'attache à élaborer, à définir ce que doit être la nouvelle normalité sur les supports verts, durables, régissant la stratégie, les systèmes de gouvernance, la gestion des risques et des éléments de développement de produits, les exigences en matière de transparence, etc. etc. Pour être direct, nous sommes dans une courbe d'apprentissage, pas seulement pour le secteur, pour nous également. C'est pour cela que nous ne l'avons pas rendue contraignante, mais nous avons le sentiment que nous avons fait la même chose sur les risques de cybersécurité il y a 2 ans. Nous ressentons une obligation de fournir davantage d'orientation pour les acteurs du secteur et plus d'interaction entre les acteurs et les régulateurs pour mettre en place un cadre transverse sur le secteur et qui permettra de guider l'activité au quotidien. La supervision, en fait, doit se faire au moment du point de contact. C'est vraiment au niveau du point de contact. Comme disent les Anglais, là où le caoutchouc touche la route. Donc, je serais intéressant d'avoir le retour des acteurs du secteur. Oui, bien sûr, comme chacun le sait, il y a 2 choses élémentaires. Tout d'abord, à la fois pour les banques, mais également pour les assureurs, encore plus pour les assureurs. Tout d'abord, c'est l'identification des risques cachés au sein de vos livres d'actifs, que ce soit transactionnels, que ce soit des risques élémentaires. Il faut les identifier, les comprendre, y répondre. Dans le détail, les solutions seront différentes d'une entreprise à l'autre, mais au minimum, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte et mettre en place quelque chose. Et sur la base de ces nouvelles initiatives et les principes directrices de la nouvelle taxonomie, la façon dont les assureurs vont investir. C'est les modalités d'investissement pour les investisseurs, notamment dans les investissements de type vert, durable. On ne doit pas passer en détail tous les défis, les enjeux associés à cela, comme le greenwashing, l'étiquetage vert, le manque de clarté, le manque d'intégrité des projets ou de pertinence des projets. Un certain nombre d'entre vous qui êtes intéressés à investir dans ce domaine parlent d'un manque de projets. Il n'y a pas de projet, ce qui correspond avec ce que j'ai observé moi-même, mais ce sont les 2 défis élémentaires, je dirais. Et je finirai par un dernier élément en ce qui concerne la revue et la révision du cadre de solvabilité 2. Si je devais être très très direct et parler du Green Supporting Factor pour en dire du mal, Solvabilité 2 aujourd'hui a trop souligné la volatilité à court terme comme ingrédient de l'équation. Et donc c'est une façon politiquement correcte pour les régulateurs d'améliorer la finance durable, serait d'honorer de façon appropriée, c'est-à-dire solide méthodiquement, une prime de liquidité. Si vous êtes un investisseur mature, ce que sont la plupart des assureurs, ce qui n'est pas suffisamment pris en compte, selon moi, et je suis régulateur, au sein du cadre solvabilité 2. Donc dans le document de 800 pages qui va nous être publié par Gabriel, qui est sorti de la salle probablement pour une bonne raison, ça c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Et là, ce n'est pas une question de déréglementation, il ne faut pas me parler de déréglementation, hein. Mais il est question ici de s'adapter de façon prudente pour être en cohérence totale avec la valorisation basée sur le marché
donc le passage de solvabilité 1 à 2 était similaire au passage de Basel 1 au Basel 3 en une seule fois. Donc ça a été une évolution, un passage majeur. Donc bien entendu, on ne doit pas être surpris que ces questions soient prises en compte dans la revue et la révision. Donc pour revenir à votre question, une composante très pertinente. Et ce n'est pas facile à mettre en œuvre opérationnellement, hein. C'est un vrai défi de le faire au niveau opérationnel, comment le mesurer, comment le suivre. Mais en termes de principe, je dirais que ça, c'est un domaine qu'il nous faut prendre en compte et traiter tout de suite. So, and to rely on the FFA to report on what... We are good friends for many Nous sommes de bons amis de toute manière. De la régulation, on parle beaucoup de la régulation dans le domaine de la solvabilité et des normes prudentielles. On en parle moins peut-être dans le domaine des cyber-risques et de la digitalisation. Or, on voit que c'est un sujet à la fois aujourd'hui de risques émergents potentiels considérables et d'un enjeu stratégique et de guerre économique entre les différentes zones géographiques du monde. Est-ce que vous pensez que la régulation, si vous deviez faire une lettre au Père Noël, qu'est-ce que vous demanderiez aux régulateurs sur ce sujet ? Tout d'abord, de partager les informations, partager les données sur tous les incidents qui se produisent. C'est ainsi que nous, en tant qu'assureurs, pourrons apprendre davantage et fixer des tarifs qui sont plus appropriés face aux risques. Les normes défis, et c'est la première chose que nous avons fait au Mexique l'an dernier. Il y a eu une attaque importante dans notre banque centrale, dans le système de virement. Et il y avait une grosse entreprise européenne qui était impliquée dans cette affaire. La première chose, c'est de partager l'information pour apprendre, pour mettre en place le bon système de gestion de risque. Et ce système de gestion de risque doit mettre en place toutes les mesures pour empêcher une attaque. De l'autre côté, le type de réaction que l'on met en place lors d'une attaque, selon le type d'attaque, par exemple, le fait de cacher sa base de données ou l'obtention d'informations ou la fraude. D'un autre côté, comment rétablir les activités dans une entreprise? Pour nous, en tant qu'assureurs, on doit offrir cette évaluation aux clients, pas simplement pour assumer le risque pour le client. Il faut les couvrir, mais aussi les aider. Les produits doivent être conçus pour être des produits qui permettent aux clients d'avoir un bon système de gestion contre les risques cyber. Chose de différent, moi, je demanderais une révision de la législation existante, par exemple pour ce qui est de la digitalisation, parce que je crois qu'il y a des éléments dans la législation actuelle qui font des obstacles, des barrières, non, à l'application de la digitalisation. Au lieu de mettre en place plus de normes, je ferai une révision des normes existantes pour éliminer les obstacles. Et dans le domaine des cyber-risques, je demanderai une plus haute sensibilisation. Pas de régulation, mais aussi voir les pouvoirs publics, les administrations, mettre en place des campagnes de sensibilisation pour les individus, pour les industries, pour les administrations même, pour savoir un peu aux risques auxquels on peut être exposé.
tout à l'heure, j'encouragerais en fait les sociétés à investir davantage sur l'intelligence artificielle, les écoles d'actuariat et les actuaires à travailler plus sur des modèles d'intelligence artificielle pour être prêts aux concurrents hors Europe qui ne tarderont pas à venir sur nos marchés. Rien dans la régulation aujourd'hui, en plus ou en moins. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par ailleurs et je ne crois pas au Père Noël depuis assez longtemps. And you, Félix, what do you think about it? Et Félix, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis étonné et je peux vous garantir que si c'était une assemblée de banquiers, les propositions auraient été un peu moins indécentes. Donc, félicitations, comme d'habitude, d'être des gens nettement plus civilisés. Je pense que, du point de vue de l'Europe, et pour mes collègues à l'échelle nationale, on réalise beaucoup de dialogues pour améliorer les réglementations. C'est dans notre nature. C'était différent il y a 15-20 ans, donc nous avons progressé. Moi, je ne peux pas m'imaginer en train de faire cela différemment. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de réglementations cachées dans les lois d'ordre général, pas simplement financières, avec des choses simples. Les exigences pour ce qu'on doit faire quand on met sur papier. Il y a beaucoup de procédures, de petites choses, qui font toute la différence entre un fichier complètement électronique et une petite chose peut tout gâcher parce qu'il faut garder une trace papier séparément. Et faites-moi confiance, nous, en tant qu'autorité. Bien sûr, on doit être conforme, évidemment. Nous souffrons pour cela, tout comme les autres. Donc, je suis pleinement d'accord avec vous. Je pourrais ajouter que la grande opportunité pour nous, actuellement, c'est la revue de Solvabilité 2. Et on a parlé de plusieurs autres facteurs. Par exemple, la conduite, la directive sur la distribution. Ce n'est pas prêt à être revu, mais c'est le cas pour la Solvabilité 2. J'espère qu'on en fera bon emploi. Il doit y avoir des ajustements dont on doit discuter. Je suis très favorable à la proportionnalité. Il faudrait avoir une pente plus raide du spread entre très risqué et peu de risques en Europe. Et Pierre, peut-être on ne le voit pas sur le plan politique correctement, mais dans l'Union européenne, si on décide de mettre en place une seule approche, parce qu'on regarde les réglementations financières comme un moyen d'harmoniser en règle générale, à la différence de quasiment tous les autres pays au monde. Les États-Unis ne le font pas, les Asiatiques non plus. On a une seule approche livresque, basée sur les livres pour toute l'industrie. Bon, c'est très bien, mais si on le fait, on doit être plus explicite et décrire la proportionnalité dans cette approche. Parce que s'il y a une faible pente, c'est vrai côté BAL, banque et assurance, il y aura des conséquences surprenantes pour la partie au milieu et en bas de l'industrie, et c'est très difficile. Donc j'aimerais augmenter ce type de pente qui doit être intégré dans la réglementation en nous donnant à nous, les superviseurs, plus de liberté. Parce que si c'est prévu par la loi, on ne peut pas décider d'ignorer la loi. Donc, je vous en prie, il faut nous donner plus de degrés de souplesse avec plus de pente. Et je pense que vous allez réfléchir à cela. Peut-être juste une question. J'aurais voulu poser une question à Madame Fauvel. Utiliser des informaticiens est quelque chose qui me semble crucial. Maintenant, les générations de connaissances informaticiennes changent
tous les 3 à 4 ans. Ce qui veut dire que si vous engagez quelqu'un, ou bien vous investissez réellement dans la mise à jour constante de ces connaissances, mais quelque part, il y a des limites naturelles à la propension à assimiler ces matières. Quand les informaticiens sont très très jeunes, ils rentrent dans un milieu qui est quand même très encadré par de la régulation et où la compliance, la manière de fonctionner, est aussi très importante. Comment est-ce que vous gérez ce risque d'attitude un peu, comment devrais-je dire, anarchiste que l'on reconnaît chez les grands jeunes informaticiens qui ont beaucoup de qualité et l'environnement très réglementé du fonctionnement d'une compagnie d'assurance? Ça, c'est une très bonne question et je m'y confronte chaque jour sur les data scientists ou les personnes du digital. Donc, il y a des choses qu'on accepte et puis il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des règles du jeu parce qu'on est très régulé, on est un assureur, on n'est pas une start-up, etc. Donc, je vais vous donner l'expérience que j'ai. Quand je recrute une personne qui vient d'une start-up ou qui vient de chez Google, de chez Facebook, de ces sociétés-là, bah, l'ADN, ça prend quasiment jamais. C'est-à-dire que la personne va rejeter les règles, la régulation, la compliance, etc. Et j'ai encore le cas récemment. J'en ai un qui a claqué la porte le mois dernier parce qu'il ne supportait pas qu'on soit très régulé. Donc je ne recrute pas ce type de collaborateurs qui sont par ailleurs formidables, hein, bien sûr, parce que l'ADN ne prend pas. Donc on peut pousser les limites, mais on est un organisme qui est régulé, donc il y a une certaine limite. Du coup, je les recrute à la sortie de l'école, ou venant soit de concurrents, soit de grands groupes de la même taille et aussi très régulés, parce que sinon c'est trop difficile et ils sont malheureux et nous on est malheureux aussi avec eux. Donc c'est vraiment au sourcing à la sortie de l'école. Et après, sur ce qui est effectivement l'informatique, les mathématiques changent toujours. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur. J'ai fait de la statistique traditionnelle comme beaucoup d'entre vous. Bah, après, il faut s'y remettre, quoi. Donc, il y a des technologies mathématiques qui existent depuis 2008. Et ben, il faut se recoller, reprendre des cahiers, écouter des cours, etc. Je crois qu'on a un devoir en tant que dirigeant, comme en tant que collaborateur, de se former aujourd'hui tout au long d'une vie. Et ceux qui ne se formeront pas vont sortir du système, je crois. Donc c'est sympa aussi d'apprendre tout le temps, mais enfin, moi je dis toujours à mes collaborateurs, si on n'apprend pas quelque chose chaque jour, on a perdu sa journée. Hein. C'est comme si on ne lit pas un livre un petit peu chaque jour, on a perdu sa journée. Bah, c'est pareil. Très bien. Bah, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir mettre un terme à cette table ronde passionnante. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'heure du déjeuner et qu'un buffet vous attend à côté. Merci beaucoup. Merci.